enchaîner la deuxième plénière de ce congrès, la 11e édition de notre congrès l'ADN, avec un autre thème qui concerne le rein. Le thème de l'année dernière, il a été publié dans les 3e revue de maladies métaboliques. Donc, avant, je voudrais également adresser mes félicitations à Géostad. Mes félicitations les plus sincères à notre nouveau doyen, professeur Tariq Sqalli Husseini, en lui souhaitant un parcours riche et fructueux à la tête de cet établissement. Professeur Sqalli, on l'a visité, ça fait 2 semaines, il nous a accueilli un grand accueil. On le remercie au nom de tous les adénistes. Merci au stade. Donc, on va enchaîner pour ne pas empiéter sur les présentations à venir. Du dépistage précoce au traitement optimal de la maladie rénale chronique. C'est parrainé par les laboratoires Novo Nordisk, plutôt AstraZeneca. AstraZeneca. Et sans trop tarder, je vous cède la parole. Merci. Merci beaucoup pour ces mots d'introduction. Vous êtes chez vous à la faculté de médecine, pharmacie et de médecine dentaire de Fès, où on a l'habitude de vous accueillir avec très grand plaisir. Professeur Ibrahimi, en tant que doyen, l'a fait pendant longtemps et cela ne fera que se développer, Inch'Allah. Donc, vous m'avez demandé de parler en 30 minutes du dépistage précoce au traitement optimal de la maladie rénale chronique. Vous imaginez bien qu'en 30 minutes, c'est un vrai challenge et je ne suis pas capable de le faire. Mais je vais l'aborder d'une façon particulière. Mais avant de le faire, je voudrais saluer... les diapos ne passent pas. Je voudrais saluer bien sûr le retour à Fès du congrès de l'ADN après ces précédentes années à Tanger. Et je voudrais souligner que la thématique maladie rénale a toujours été au vif du sujet, puisque quand on parle diabète, quand on parle obésité, quand on parle maladie métabolique, etc., bien sûr, les néphropathies sont présentes et on a eu l'occasion d'en parler sur les 11 éditions. C'est ma 7e participation, c'est vous dire que c'est une thématique qui a eu toute sa place dans votre congrès. Pour aborder le sujet, je parlerai en utilisant les recommandations internationales actuelles. Et le sujet tombe à point nommé. Je ne sais pas pourquoi les diapos ne passent pas. Sur le plan technique, est-ce que vous pouvez m'aider? Ça passe. Et donc, on vient d'avoir, il y a 6 mois, les nouvelles recommandations internationales de prise en charge de la maladie rénale chronique qui passent en revue l'évaluation, la prise en charge et tout ce qui concerne la maladie rénale chronique. Donc, je vais essayer de la parcourir avec vous en choisissant une approche basée sur les points clés à passer, les points clés à retenir sur les 2 parties de la présentation. D'abord l'évaluation, puis la prise en charge. Et donc, je commencerai naturellement par les points à retenir sur le point de vue de l'évaluation des personnes atteintes ou à risque de maladie rénale chronique. C'est comme ça qu'elles sont présentées dans ces recommandations. Quand on parle de maladie rénale chronique, on parle d'une maladie et d'anomalies qui se sont installées depuis plus de 3 mois. On n'a pas toujours l'occasion de le savoir, puisque le patient, quand il vient chez nous pour la première fois, a peut-être eu une maladie qui a commencé il y a plus de 3 mois. Et si on a la chance d'avoir des chiffres de référence, on peut le dire. Mais on passe très souvent de manière indirecte pour répondre à la question. La définition comprend non seulement les marqueurs rénaux classiques, à savoir la créatinine qui va être utilisée pour déterminer et estimer le débit de filtration glomérulaire, l'excrétion urinaire d'albumine exprimée de différentes manières, mais aussi d'autres marqueurs qu'on aura l'occasion de parcourir. Puis par la suite, on va classer cette maladie rénale chronique en fonction d'abord de la cause, puis du débit de filtration glomérulaire et de l'excrétion d'albumine exprimée sous forme de rapport albumine sur créatinine
sur échantillon urinaire. C'est comme ça que c'est maintenant abordé dans les recommandations. Je souligne au passage que ces recommandations ne sont pas uniquement des recommandations néphrologiques. Toutes les sociétés savantes se sont alignées pour utiliser ce même tableau sur lequel je vais zoomer par la suite. On les retrouve dans les recommandations de médecine générale, de cardiologie, d'endocrinologie, de diabétologie et dans d'autres références. Et donc nous avons la chance maintenant de parler le même langage quand on parle de maladie rénale chronique. Donc on va commencer par la recherche de la cause, par un examen clinique, par la recherche de médicaments néphrotoxiques, par l'histoire de la maladie, par donc, la recherche de symptômes de maladies générales ou systémiques, par des symptômes plus spécifiques du tractus génito-urinaire, et aussi par l'évaluation de l'environnement social, économique et les déterminants sociaux de la santé qui ont tout leur impact dans la survenue de différentes maladies rénales. On va bien sûr s'aider aussi de différents supports et parmi ces supports, nous avons l'analyse des urines, du sédiment urinaire, le rapport albumine sur créatinine, différents tests échographiques, sérologiques, histologiques et même génétiques. Tout cela nous permettra d'avancer dans la recherche de la cause. Et pour résumer, l'étude Maremar réalisée au Maroc sur un échantillon de 10 000 personnes dans deux provinces, la province de Khmissat avec 5 000 personnes incluses dans l'étude et la province de Jdida avec les différences entre les deux villes, l'une côtière, l'autre pas, l'une industrielle, l'autre plutôt avec plus de rural. Sur la base de tirage au sort à partir de listes électorales, je précise toute cette méthodologie pour dire une étude bien faite nous a permis de voir les causes de la maladie rénale. Nous savons que la maladie rénale chronique touche 2,9% de la population marocaine. Et sur ces 2,9%, il y a le diabète qui est la première cause de maladie rénale chronique maintenant, comme partout dans le monde, suivi de l'hypertension artérielle. Et à eux deux, ces deux maladies, ces deux facteurs sont responsables de plus de 50% de causes de maladie rénale chronique. Puis on retrouve 10% de maladies héréditaires, 10% de facteurs environnementaux, des maladies de système pour 5 à 6%, et on reste à 15% d'indéterminés. On n'arrive pas toujours à trouver la cause de cette maladie rénale. J'arrive à ce fameux tableau et vous voyez que pour classer nos malades, nous les classons en fonction de l'étiologie que je viens d'aborder, mais on les classe aussi selon deux critères. En colonne, ici, vous voyez des grades, grade 1, 2, 3A, 3B, 4 et 5, qui déterminent des niveaux de débit de filtration glomérulaire estimés par différentes méthodes. La plus utilisée actuellement est la méthode MDRD qu'on a tous sur nos smartphones et nos téléphones, mais il y a aussi d'autres méthodes, CKD, EPI ou d'autres. Elles sont contextualisées et elles nous permettent de classer en fonction du débit de filtration glomérulaire, les grades de maladie rénale. Et le seuil de 60 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle, c'est-à-dire le grade 3, 4, 5, sous ce seuil-là, on parle d'insuffisance rénale chronique. Mais vous voyez qu'on a déjà deux grades, 1 et 2, dans lesquels on a une maladie rénale chronique si on a d'autres marqueurs, sans qu'on ait d'insuffisance rénale. Donc, insuffisance rénale n'est pas synonyme de maladie rénale chronique. Il y a bien d'autres situations. Et sur l'autre volet, on a une évaluation de l'excrétion urinaire d'albumine par le rapport albumine sur créatinine urinaire. Et nous définissons ainsi 3 niveaux, A1, A2, A3. A1, c'est inférieur à 30 mg par gramme. A2, c'est 30 à 300 mg par gramme. Et A3, c'est supérieur à 300 mg par gramme. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser la référence en milligrammes par 24 heures, le milligramme par gramme et le milligramme par 24 heures donnent les mêmes fourchettes de référence et donc on n'a pas d'effort supplémentaire à faire pour s'adapter. La recherche sur échantillon a l'avantage d'être plus fiable parce qu'on n'a pas de doute sur la qualité du recueil, alors que quand on avait des recueils de 24 heures, si le patient se trompait dans le recueil, on avait des résultats qui pouvaient être erronés. Et ainsi, on croise les deux paramètres
pour avoir des cases en vert, en jaune, en orange ou en rouge pour exprimer les niveaux de gravité, le rythme de surveillance, la nécessité de référer ou pas vers un spécialiste, etc. Ces couleurs-là ont plusieurs façons d'être utilisées et elles sont très importantes une fois qu'on a classé nos patients. Après cette évaluation, elle est spécifique à la maladie rénale chronique. N'utilisez jamais des formules d'estimation du débit de filtration glomérulaire dans une situation aiguë parce que cela n'a pas de sens. Le meilleur exemple pour prouver que cela n'a pas de sens, c'est de prendre un patient complètement anurique, il n'a pas uriné depuis 24 heures, vous mesurez sa créatinine, vous trouvez une valeur donnée, vous la rentrez dans la formule d'estimation et vous allez trouver un débit de filtration glomérulaire donné. Or, dans la réalité, puisqu'il a uriné 0 ml d'urine, il a un débit de filtration glomérulaire nul. Sa fonction rénale est nulle pendant cette phase aiguë. Or, si on utilisait les formules, on aurait un chiffre qui ne correspond pas au 0. C'est pour vous passer le message que les formules d'estimation du débit de filtration glomérulaire sont réservées à la maladie rénale chronique. On doit aussi distinguer entre maladie rénale chronique et atteinte rénale aiguë. Vous avez vu que je n'ai pas dit insuffisance rénale aiguë. Ce changement de dénomination date d'une semaine. La semaine dernière, il y a eu le congrès francophone de néphrologie et les néphrologues francophones ont décidé de s'aligner sur les recommandations internationales parce qu'en anglais, c'était facile, on disait acute kidney injury. Injury, comment on va la traduire, ce n'est pas une insuffisance. Ce n'est pas une insuffisance rénale. Est-ce que c'est une lésion? Est-ce que c'est une agression? Est-ce qu'on avait du mal? Et finalement, on s'est mis d'accord pour dire que c'est une atteinte. Et maintenant, on dit atteinte rénale aiguë pour qualifier cette situation opposée à la maladie rénale chronique parce qu'elle est plus récente. Donc, on va distinguer entre maladie rénale aiguë et chronique et on va être amené à voir des patients pour lesquels on va appliquer ces différentes formules, ces différentes façons d'évaluer les choses, mais on doit tenir compte du contexte. La maladie rénale chronique peut toucher tout le monde. Bien sûr, elle touche beaucoup plus les personnes quand elles avancent dans l'âge. Et cela est lié de façon très importante aux comorbidités qui surviennent avec l'évolution dans l'âge, mais aussi à la polymédication avec l'évolution dans l'âge. Mais il n'empêche que, exemple ici, la femme enceinte a ses propres maladies rénales qui doivent être évoquées quand on est dans ce contexte. Donc l'enfant a ses propres maladies et un retentissement particulier et une part particulière des malformations, des maladies héréditaires et donc des anomalies du tractus urinaire. Donc vous voyez que chaque situation, chaque étape de la vie a ses particularités et dans notre raisonnement, dans notre démarche, on va se baser aussi sur cette évaluation en fonction de l'étape de la vie à laquelle on se situe. Chez les personnes âgées, on va utiliser les mêmes formules. On a longtemps hésité à confirmer le seuil de 60 ml par minute en se disant qu'est-ce qui est plus grave? Un patient de 23 ans qui a 65 ml, qui a 65 ml par minute, et donc par définition, il n'a pas d'insuffisance rénale, ou une personne de 75 ans qui a 55 ml par minute, et selon la définition, elle a une insuffisance rénale. Donc, ça a été longtemps un sujet à débat. Le débat ne s'arrête pas, malgré la décision des recommandations de choisir de conserver un seuil pour tout le monde, un seuil unique de 60 ml par minute par 1,73 m² de surface corporelle. Le Maroc est l'un des pays qui ont abrité les études qui ont permis la validation en fonction des populations de ces différentes formules. Et il y a des publications marocaines dans de grandes revues, notamment dans Kidney International, pour militer pour un seuil différent pour les sujets jeunes. Donc, dans ma pratique, quand un jeune a 65 ml par minute par 1,73 de surface corporelle de débit de filtration glomérulaire estimé, je le surveille de beaucoup plus près. J'explore, même s'il est au-dessus du seuil. Quelqu'un qui est à 55 ml par minute et qu'il est stable et qui a avancé dans l'âge, je ne m'inquiète pas de la même manière. Vous voyez que c'est à titre indicatif
et je souligne cette divergence par rapport aux recommandations. Il y a eu une amélioration de la précision de l'évaluation du débit de filtration glomérulaire. Cette amélioration est passée par une standardisation des méthodes d'analyse. Donc, auprès de vos laboratoires de référence avec lesquels vous travaillez, exigez de connaître la technique qui a été utilisée. Une technique colorimétrique, au jour d'aujourd'hui, n'a aucun sens parce qu'il y a tellement d'erreurs liées à la coloration et à l'utilisation de médicaments, etc. Donc, exigez une méthode enzymatique. Quand vous prescrivez, demandez par méthode enzymatique. Et dans les méthodes enzymatiques, il y a une standardisation qui s'appelle la standardisation IDMS, qui permet d'utiliser certaines formules pour l'évaluation. Mais pour aller plus loin, il y a maintenant de nouveaux marqueurs. On s'est tous habitués à la créatinine comme marqueur important, mais tardif, puisque ça tarde à bouger. On n'a pas la chance d'avoir un marqueur comme en cardiologie, avec la troponine qui varie très rapidement et qui nous dit qu'il y a un problème tout de suite. La créatinine tarde à réagir. L'albuminurie, la protéinurie n'est pas très rapide à réagir. Et donc, on cherche de nouveaux marqueurs, et la cystatine, cystatine C peut être un marqueur qui commence à avoir sa place, et donc là on nous dit qu'il faut l'utiliser. En pratique clinique au Maroc, pour l'instant, peu de laboratoires veulent se lancer dans sa réalisation, mais ça ne va pas tarder, on va suivre tout le monde pour aller dans ce sens. Précision et fiabilité sont importantes et des tests de proximité existent. C'est ce qu'on a utilisé dans l'étude Maremar. Je ne vais pas m'attarder sur cela puisque je suis le chronomètre. Utiliser des outils d'évaluation des risques validés. Quand on a ces marqueurs-là, il ne faut pas s'arrêter ici. Il y a des marqueurs de risque qui sont validés. J'ai choisi ici le score 2, et comme dans votre congrès, vous parlez beaucoup de diabétiques, j'ai choisi score 2 diabète, puisqu'on a maintenant des scores d'évaluation du risque à 10 ans. Et qu'on parle de risque, on ne parle plus de risque cardiovasculaire seul, on parle de risque cardio-réno-métabolique, parce que ce sont les mêmes patients qui vont avoir beaucoup plus de risques de développer différentes complications. Et passer en insuffisance rénale chronique terminale signifie avoir une espérance de vie à 5 ans de 60%. Ça veut dire 40% de mortalité dans les 5 années suivantes. Peu de maladies donnent une mortalité aussi importante. Donc, continuer à parler de marqueurs de risque cardiovasculaire seuls sans élargir vers le risque rénal et métabolique n'a pas de sens. Et c'est dans ce cadre-là que le score diabète 2, utilisé par la Société européenne de cardiologie et qui s'étend maintenant vers différentes spécialités, évalue de façon globale ce risque. Et donc là, j'ai fait des captures d'écran sur mon téléphone portable pour dire que le Maroc est en zone rouge, vous le voyez, qu'un sujet de la soixantaine qui a un diabète depuis une quinzaine d'années, qui n'est pas très déséquilibré, j'ai du mal à voir, ça ne s'affiche pas sur mon écran, donc avec une pression artérielle systolique qui n'est pas normale, mais qui n'est pas quand même très élevée, avec un bilan lipidique moyen. J'utilise exprès ces termes qui ne sont pas médicaux pour dire c'est comme ça que souvent on nous en parle. On nous dit pas très élevé, moyen, pas très grave, etc. Mais en associant ces petits éléments-là entre eux, regardez le risque de 25,7% dans la zone rouge d'avoir un événement cardiovasculaire et rénal majeur dans les 10 prochaines années, c'est-à-dire le risque d'avoir un infarctus de myocarde, un AVC ou d'arriver au stade nécessitant un traitement de suppléance rénale. Et donc, ne négligeons rien, ayons l'habitude d'utiliser systématiquement des marqueurs d'évaluation qui vont nous permettre de classer nos patients en 4 catégories. Je passe à la deuxième partie, les 10 principaux points à retenir sur la prise en charge des patients atteints ou à risque de maladie rénale chronique. Et ce schéma-là, cet algorithme est essentiel. Vous voyez tout en haut qu'il y a une nécessité absolue d'utiliser des moyens d'éducation, de modification du mode de vie, d'exercice, d'abandon du tabac, d'alimentation adaptée, de médicaments, etc. pour être la base de notre prise en charge. Puis après, en deuxième ligne, on va voir qu'il y a des médicaments. Le but de tout cela est de réduire les risques de progression de l'insuffisance rénale, cette fois-ci, qui s'est installée, et de ses complications. Et on va insister sur certains éléments.
parmi ces éléments, une alimentation saine et diversifiée. Vous voyez que c'est la première mesure, et vous parlez d'obésité pendant ces 2 jours, vous aurez l'occasion de parler énormément d'alimentation, c'est un élément majeur. Mais si on avait à militer, je vous ai entendu tout à l'heure parler de lois pour réduire la teneur en sucre des différents aliments, il faudrait penser aussi au sel. Des études faites ici à Fès sur 35 boulangeries, sachant qu'au Maroc, la moitié des apports en sel viennent du pain. Sur 35 boulangeries, on a un non-respect total des recommandations d'utilisation du sel et un goût de la population marocaine pour le sel qui a été éduqué, qui a été mis sur un seuil, sur un cut-off très élevé, et ce n'est pas normal. Il faut qu'on le change. Et je passe un message. En 6 mois, si vous avez la persévérance, la volonté de consommer peu salé, vous changerez votre seuil. Et donc, votre goût pour le sel changera en 6 mois. Et c'est important de le faire. Ce qui vous semblait normo-salé va vous sembler très salé parce que vous avez éduqué votre goût. J'ai pris du temps, j'ai 30 minutes pour parler de la maladie rénale dans tous ses aspects, et j'ai pris du temps pour parler du sel. Je vous prie de le noter. Après, on va diversifier. L'apport en fruits et légumes apportera aussi du potassium. Et dans les recommandations actuelles 2024 de la prise en charge de l'hypertension artérielle, vous aurez noté au passage qu'on nous conseille d'augmenter les apports en potassium. Ça, c'est bien parce que c'est bénéfique pour d'autres éléments aussi. Individualiser le contrôle de la pression artérielle. Et donc, dans cette individualisation, si on a une maladie rénale, il va de soi qu'il faut privilégier l'utilisation d'un blocage du système rénine-angiotensine-aldostérone, en bloquant, en utilisant l'IEC ou l'ARA2 à pleine dose. Parce qu'à faible dose, on peut réduire la pression artérielle. Mais si on veut avoir un effet néphroprotecteur, seules les études ayant utilisé la pleine dose ont permis d'avoir de la néphroprotection. Et donc les recommandations, qu'est-ce qu'elles disent? Il faut aller chercher les détails, et elles nous disent à la dose la plus élevée tolérée. Donc finalement, cherchons la pleine dose des IEC ou des ARA2, jamais les deux. Après, donc on va individualiser le traitement, les cibles de traitement chez les personnes fragiles, et la définition de personnes fragiles varie avec le temps. On a des scores pour évaluer la fragilité, mais le seuil de l'âge est en train de bouger continuellement. Et donc maintenant, les recommandations actuelles disent faites attention, quand vous traitez l'hypertension artérielle, traitez par 2 antihypertenseurs en association chez tout le monde, sauf dans des exceptions. Et dans l'exception, les personnes de plus de 80 ans. Donc finalement, vous voyez qu'on a fait bouger le seuil de 70 à 75, et en 2024, on a fait bouger le seuil, encore une fois, à 80, et ça ne m'étonnerait pas que ça continue à bouger vu les changements démographiques. Donc, et on va associer les inhibiteurs de SGLT2. C'est la grande nouveauté de la prise en charge, parce que c'était des traitements qui ont eu leur place dans le traitement de la maladie rénale diabétique. Ça, c'est éprouvé. Puis on a commencé à élargir progressivement parmi les diabétiques à des seuils de plus en plus bas de débit de filtration glomérulaire. Actuellement, les seuils qui existent dans les fiches des médicaments et dans les recommandations, c'est de continuer le traitement par inhibiteur de SGLT2 jusqu'au stade terminal de la maladie rénale chronique et jusqu'à la nécessité d'un traitement de suppléance. Il y a à peine 5 ans, on écartait beaucoup d'insuffisants rénaux et on les privait de ces médicaments. Puis ça s'est élargi. Et on a commencé à dire qu'il est possible de l'utiliser dans d'autres maladies rénales, notamment dans certaines vascularites, dans la néphropathie AIGA, la fameuse maladie de Berger, et ainsi de suite. Puis on s'est rendu compte que toutes les maladies rénales chroniques, tous les patients qui sont concernés bénéficient d'une néphroprotection si on associe un inhibiteur de SGLT2. Et en 2024, maintenant, les inhibiteurs de SGLT2 sont un médicament néphroprotecteur, quelle que soit la situation de maladie rénale chronique, quel que soit le niveau et quelle que soit la cause. Pour l'instant, pour ceux qui sont déjà en traitement de suppléance, ce n'est pas autorisé, mais des études sont en cours. Il y a
un élément à prendre en considération également, qui est très important, ce sont les changements aigus du débit de filtration glomérulaire. Ce matin, mon collègue réanimateur, professeur Rindou, me disait « Est-ce que tu peux me répondre à cette question ?» Pour l'insuffisance hépatocellulaire, on nous dit définition d'une atteinte aiguë, c'est la survenue sur un foie sain. Est-ce que c'est la même chose pour vous en néphrologie? La réponse est clairement non, et les recommandations le montrent clairement. On peut faire une insuffisance rénale aiguë à partir d'une fonction normale, c'est une insuffisance rénale aiguë ou atteinte rénale aiguë, maintenant il faut dire de nouveau, ou on peut faire une atteinte rénale aiguë sur un fond chronique. Quelqu'un qui a déjà une altération, une maladie rénale chronique connue, peut altérer de façon aiguë, faire une acutisation, altérer de façon aiguë sa fonction rénale, et on se comporte vis-à-vis de ce patient comme un patient qui a une nouvelle insuffisance rénale aiguë dont on va chercher la cause, qui peut être médicamenteuse, qui peut être fonctionnelle, liée à une déshydratation ou à une défaillance cardiaque, qui peut être liée à une cause obstructive, qui peut être liée à une cause organique. Et quand elle est organique, on va continuer notre démarche, notre réflexion pour distinguer entre atteinte glomérulaire, tubulo-interstitielle et vasculaire. Donc toute la démarche de raisonnement devant l'insuffisance rénale aiguë est faisable chez le patient, même s'il avait une maladie rénale chronique, s'il se trouve dans une situation d'aggravation aiguë. Les maladies cardiovasculaires et imagerie nécessitent une attention particulière chez le patient qui a une maladie rénale chronique. Et je ne lirai pas ce qui est écrit, bien sûr. Je vous parlerai, par exemple, de l'injection de produits de contraste iodés, qui peut être à risque d'aggravation d'une maladie rénale. Mais il faut démystifier tout cela. Ça entraîne des complications et une aggravation lorsque c'est utilisé sans précaution, c'est-à-dire avec une forme hyperosmolaire de produits de contraste, avec une quantité importante de produits de contraste, chez un patient déshydraté, chez un patient qui a des médicaments à effet hémodynamique utilisés de façon concomitante, etc. Mais si on corrigeait tous ces éléments-là, si on prenait toutes nos précautions, si on réduisait la quantité en disant au radiologue ou au cardiologue qui va injecter, réduisez la quantité, prenez des séquences rapides pour injecter moins de produits, on peut ne pas se priver de l'injection de produits de contraste hypoosmolaires, bien choisis, même chez ces patients-là. Pour démystifier un autre aspect, je démystifierai l'IRM. Le gadolinium, à un certain moment, a été accusé à tort d'entraîner des fibroses systémiques, donc cutanées systémiques, chez les insuffisants rénaux. Il a été prouvé que ce n'est pas le cas. Le PET scan ne pose pas de problème, et donc la scintigraphie ne pose pas de problème. Et donc tous ces produits-là, on peut les injecter, mais avec des règles d'utilisation bien précises. On le dit à nos patients, parce que notre patient ayant une maladie rénale chronique est à très haut risque cardiovasculaire, et il peut être amené de façon inattendue, brutale, à avoir une coronarographie par exemple, et il faut qu'il soit préparé à dire cela donc, quand il est accueilli aux urgences. Analyse approfondie des médicaments, c'est une étape importante, et dans cette analyse, on va dire optimiser l'utilisation des médicaments. Il y a des guides pour cela, on ne prétend pas connaître par cœur toutes les adaptations, et tous les jours, en tant que néphrologue, je vérifie dans mes guides certaines utilisations non habituelles, bien sûr, celles que j'utilise tous les jours, finissent par être gravées dans la mémoire. Il faut minimiser l'apport de médicaments, écarter tout ce qui n'est pas nécessaire, adapter la dose au débit de filtration glomérulaire, et à chaque fois qu'on voit, puisqu'on est souvent amené chez ces patients-là à avoir beaucoup de médecins différents, ne pas hésiter à le dire, à dire tous les médicaments qu'on reçoit de façon exhaustive. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est facile d'arrêter le médicament en situation aiguë, en disant que ce n'est pas adapté à la fonction rénale actuelle. Et on oublie souvent de reprendre. Cette reprise doit être programmée. Au moment où vous écrivez dans le dossier de votre malade « J'ai arrêté l'allopurinol de façon transitoire devant le contexte d'insuffisance rénale aiguë, je suspecte une réaction immunoallergique, etc. » Vous écrivez en même temps « Rediscuter la reprise à telle date, etc. » pour ne pas l'oublier. On prive souvent nos patients de certains médicaments parce qu'on a trop fait attention au risque rénal. En termes médicaux,
Ça a un nom, ça s'appelle le rénalisme. Le rénalisme, c'est priver un malade atteint de maladie rénale d'autres prises en charge, d'autres médicaments, par le simple fait qu'il soit insuffisant rénal. On va contrôler les symptômes et parmi les symptômes, vous voyez, on dit souvent que la maladie rénale est une maladie silencieuse, mais en fait, elle associe, vous voyez, je l'ai gardé en anglais, fatigue, dyspnée, douleur, somnolence, asthénie, problèmes sexuels, problèmes du sommeil, etc. Vous voyez qu'ils sont fréquents, tous fréquents, mais non spécifiques. C'est sur cela qu'il faudra insister et planifier une prise en charge basée sur le risque, basée sur les mesures hygiéno-diététiques, basée sur l'individualisation du traitement chez nos patients. Je me suis trompé de sens des flèches, donc je reviens pour dire je pourrais continuer, il me reste 14 secondes, donc je pourrais continuer la discussion lors de cet événement AFES dans peu de temps. Et je pourrais aussi garder le contact avec vous plus tard à travers les réseaux ou plus personnellement. Je vous remercie.